Bonsoir. Bonsoir Bertrand. Je vais pas prendre l'accent du Sud, moi. Patrick, Denis, bonsoir. Énième webconférence de la commission hépato du CREG. Merci à tous d'être connectés. Nous avons cette année inauguré des nouvelles minutes. Donc vous avez eu quelques messages de la SLD en direct concernant ce qui était pris sur le vif et le message principal. Évidemment, la webconférence que nous faisons traditionnellement a pour but d'approfondir un petit peu les messages et d'élargir la présentation des données qui ont été montrées. Cette année à la SLD, toujours autant de virus C. Il n'y a peut-être pas eu beaucoup de choses, ou en tout cas rien de spectaculaire en virus B. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de choses sur la NASH, et sur les NASH et sur les cholestases, ouais. Ce qui va faire peut-être que le programme de ce soir va être un peu plus équilibré, on va dire, que d'habitude, même s'il y a eu bien sûr des données intéressantes sur le virus C, et c'est par ça qu'on va commencer. Avant de commencer et de passer la parole à Denis, je rappelle que nous avons rendez-vous au mois de décembre, le 2 décembre, vendredi 2 décembre, pour le forum de la commission hépato du CREG, qui aura là, par contre, un programme extrêmement varié. Pour ce qui concerne les rendez-vous futurs, le prochain rendez-vous, ce sera au GIFOD et à l'EASL. Donc, sans trop tarder, je passe la parole à Denis pour un premier thème, le dépistage. Et ça, Denis, à Nice, vous connaissez bien. Merci Bertrand. Oui, c'est vrai que tout d'abord, je voulais saluer tous ceux qui, depuis des années, nous suivent dans ces webconf et parfois de loin. Ils se reconnaîtront. Et c'est vrai qu'à l'aube du dépistage à l'aube du traitement universel, le dépistage universel est quelque chose d'extrêmement important. Je rappelle à tous que le rapport Dumont de 2014 avait recommandé de poursuivre une stratégie de dépistage ciblée en fonction des facteurs de risque de contamination, d'associer la recherche des 3 virus B, virus C et VIH. Et c'est pour ça que dans les premières campagnes, on avait rebondi là-dessus, puisque je rappelle que depuis 2010, l'HAS avait recommandé un dépistage systématique du VIH à tout adulte consultant en médecine générale. Et on peut penser que si associer les 3 virus avec le VIH, c'est le faire systématiquement. J'avoue qu'on avait été un peu déçus dans le premier rapport, puisque pour les hépatites, c'était élargir les stratégies de dépistage aux hommes pour l'hépatite B et C, 18 à 60 ans, jamais testé auparavant, et aux femmes enceintes. Alors on s'était posé la question de savoir pourquoi pas. Tout le monde, c'est compliqué pour les médecins généralistes, pour le reste. Et on a été vraiment très heureux du deuxième rapport qui a été publié il y a peu de temps, le 17 octobre 2016, qui a préconisé, à l'aube du traitement universel, d'élargir le dépistage à tous les adultes, quels que soient les sexes, et on repose sur le dépistage universel des virus, virus B, virus C, virus et VIH. Et là, c'est pour nous, ici, dans les Alpes-Maritimes, c'est la 3e campagne que l'on fait, campagne de 15 jours, qui avait commencé en novembre 2015, mai 2016, et là, novembre 2016, et qui va se terminer en mai 2017. Et notre campagne est basée sur cette affiche. Et vous, avez-vous fait le test de dépistage au moins une fois? Par rapport aux entrées de campagne, on fait référence aux médecins traitants. Parlez-en à votre médecin. Et suivez-nous sur Facebook, Twitter, parce qu'il y a une page Facebook qui est consacrée à la campagne et qui vous relate en vraie vie la campagne. Je voulais remercier les laboratoires qui nous ont permis de faire ce travail. Alors, dans toutes les campagnes, on insiste sur le fait que des traitements efficaces existent et ça permet aux malades de sortir quelque part du bois, parce que beaucoup ont vu cette affiche et ont eu une hépatite C bilantée il y a des années, ont appris les nouveaux traitements et reviennent vers nous. Et j'ai vu des malades qui reviennent après 15 ans de suivi sans traitement parce qu'ils avaient eu peur de l'interféron, la ribavirine, et qui sont réapparus. Alors ça, c'est une photo qui a été prise aujourd'hui à Nice. Vous voyez, il fait un peu gris, il n'y a pas le soleil. Et elle relate l'affiche que je vous ai montrée. Je rappelle la page Facebook et je vous incite à y venir. Et aussi, il a plu à Nice aujourd'hui. Ici, c'est la place Masséna, je crois, avec le tramway. Je remercie Marc, qui est l'un des photographes officiels de notre campagne, d'avoir pris cette photo. On prend les photos tous les jours. Et comme vous pouvez le voir toujours, pour vous faire dépister, parlez-en à votre médecin traitant. Dans la première campagne, on n'a pas référence aux médecins. Et les gens, finalement, les médecins ont vu la campagne par les affiches et ont dit que, finalement, peu de malades seront venus leur demander des tests. Et donc, on a essayé de rectifier le tir pour le médecin et pour le pharmacien. Et je voulais arriver en passant la parole à Patrick sur les recommandations actuelles de traitement, sachant que
elles sont quand même relativement ouvertes, même si on attend le texte officiel du traitement universel annoncé par Madame la Ministre le 26 mai 2016. Absolument. Ça, c'est important parce que ça date de juin. Hein. Voilà, il y a une conférence de presse donc il y a quelques semaines de Marisol Touraine qui a parlé donc du traitement universel, mais pour l'instant on n'y est pas, on n'a pas encore les textes. Là, si vous voulez, ce que vous voyez sur la diapo, en fait, ça correspond à un texte de cet été. Donc maintenant, c'est les fibroses, on peut se traiter toutes les fibroses F2, F3, F4, et quel que soit le stade de fibrose, on va traiter tous les patients génotype 3, et on va traiter aussi tous les patients co-infectés avec le VIH, le VHB. On peut traiter donc les manifestations extra-hépatiques du VHC, par exemple les cryoglobulinémies symptomatiques, les patients aussi à risque élevé de transmission du virus, les usagers de drogue, échange matériel, personnes détenues, femmes désireuses de grossesse, ou alors si la RCP, puisqu'il y a toujours des RCP actuels qui sont nécessaires, si la RCP juge qu'il y a un risque de transmission élevé, naturellement les patients en hémodialyse attendent de transplantation, ou ayant fait l'objet d'une transplantation quelle qu'elle soit. Donc en fait c'est assez ouvert, mais on attend quand même la possibilité du traitement universel. Juste un point, la grosse différence avec l'étape juste précédente, c'était qu'en matière de manifestations extra-hépatiques, avant c'était les manifestations liées à la cryoglobulinémie qui avaient des vascularites. Maintenant, c'est manifestations extra-hépatiques. Ça veut dire que des patients qui sont particulièrement fatigués, etc., peuvent être traités. Et là, on est d'accord. Ça me paraît le point extrêmement important. J'ai eu le cas d'une patiente qui avait des arthralgies importantes, même si on n'a pas trouvé de cryoglobulinémie qui était sûrement là, on a pu la traiter, puis c'était une manifestation extra-hépatique, et effectivement, maintenant qu'elle est traitée, elle n'a plus de symptômes. Avec Claire Asteni, la femme en désir de grossesse, ça ouvre quand même pas mal de champs, parce que toutes les femmes entre 20 et 45 ans peuvent être considérées comme des femmes en désir de grossesse. L'infection par le génotype 3, tous les malades de G3, et c'est vrai que c'est vraiment une ouverture, moi, qui m'a permis de traiter en RCP beaucoup plus de malades, et bien sûr, on attend le texte maintenant. Très bien. Alors, on parle un peu des libéraux qui traitent bien les patients. Voilà, et j'ai pas pu résister à vous présenter. Je remercie tous ceux qui ont participé à ces cohortes libérales. On va les appeler cohortes libérales. Il y a eu la VD-Lib 1, qui était pendant l'année 2014. Il y a eu 9 mois. La VD-Lib 2, de 2014 à 2015, toujours 9 mois, 185 malades. Et la VD-Lib 3, qui a fait le plus grand nombre de malades, qui s'est terminé en mai 2016, en commençant en septembre 2015. Alors, ce qui est important à remarquer dans ce travail, et confirme ce qu'on savait, ce qu'on pensait, c'est que le pourcentage de malades graves diminue avec le temps. La fibrose était à 65% dans AVD-Lib 1, 44% en AVD-Lib 2 et seulement 25%, je dirais, en AVD-Lib 3, et ça va en diminuant. Autrement dit, de plus en plus, on sera confronté à des malades peu sévères, à des malades, et les cirrhotiques vont devenir très rares à traiter. On les a tous traités et pratiquement tous guéris. Absence de traitement antérieur, c'était en premier des malades pré-traités, de moins en moins traités, et là des malades, une grosse moitié, de malades naïfs. Donc on a de moins en moins de malades traités. L'évolution va se faire vers moins de malades graves, plus de malades naïfs. Alors, j'ai essayé dans et ce qu'on a considéré, c'est que, surtout dans la VD-Lib 3, les choix des libéraux des traitements, ils sont extrêmement logiques et finalement des choix, je dirais, économiques. Pour le malade de génotype 2, 4% malades traités par Sofriba, même si c'est une association qu'on n'aime pas bien et qu'on aimerait vite remplacer, sauf Siméprévir, qui est extrêmement coûteux et par rapport aux autres est devenu très très faible en prescription. 2%, de 14 à 2%, elle va disparaître. Le Sofdacla, qui est aussi coûteux, a été essentiellement réservé dans VD-Lib 3 au G2, G3. 80% de malades traités par Sofdacla, c'était 14% pour le G2, G3. C'est la seule association aujourd'hui donnée dans G2, G3. Pour le Sofledi, c'était 58%, et je rappelle qu'il a été commercialisé au début d'AVD-Lib 2 et il a diminué pour AVD-Lib 3. Et on voit la montée en puissance des molécules AVI qui ont été commercialisées un peu plus tard, les 2D, 3D, puisqu'ils sont passés de 11% à 30% dans AVD-Lib 3. Alors, surtout, ce qu'on voit là, c'est que Sofledi a été essentiellement donné chez les malades de génotype 1, alors que les 3D ont été donnés préférentiellement chez les génotype 1B avec une efficacité
toxicité maximale. Beaucoup de G4 aussi, 60% des G4 ont été traités par les molécules 2D et 3D. Donc c'est des choix logiques, des choix économiques, et je ne vais pas tout vous montrer pour montrer que dans le temps, on a été encore, par coût moyen patient, plus économique, et je pense que par le futur, on sera encore plus. Ici, c'est les résultats. Vous pouvez voir que quelle que soit l'association 2D, 3D, sauf Dacla, sauf Ledi, sauf Simé, avec un nombre équivalent de malades, on est à 98, 100%, 98%. L'association la plus discutable et donc celle qui a été dite comme suboptimale par la conférence européenne, c'est sauf Ledi, qu'on va probablement abandonner à terme. Alors je voulais dire que là-bas, c'est vrai que les 2D, 3V a la particularité d'être efficace chez l'hémodialysé avec une très bonne tolérance. Et là, ici, figurent les 6 malades dialysés de l'Institut Arnaud de Sang qui ont tous eu une RVS12. Il y a eu 5 malades 1B, un malade 1A et un G4. Et veut dire ils ont tous guéri et tous sans ribavirine. Donc c'est un produit qu'on verra efficace dans cette population. Et ici, je voulais rapporter le poster qu'on a présenté à SLD, au nom de la commission hépato du CREG, de dire que c'était le retraitement dans chacune des cohortes. Alors, ce qu'on a trouvé dans ce travail, c'est que, finalement, pour les malades de la première cohorte avec des bugs qui avaient été traités essentiellement par Sofriba et Sofpeg-Riba, tous ont répondu à un deuxième traitement, Sofdac, Sofledi, Sofsimé, 2D. Et donc, c'est en quelque sorte des malades facile à retraiter, et donc dans la première série avec des bugs, tous les malades ont pratiquement été guéris. C'est un peu plus compliqué dans la série avec des LIP2, où on voit qu'il y a un premier malade qui avait été traité 12 semaines et chez lequel il n'y avait pas de résistance Sofdac, là, qui a été traité, là il y a une petite faute en haut, non, il y a un malade de génotype 2 qui a été traité par Sofpeg-Riba et qui a eu une réponse virologique soutenue. Il y a un malade de génotype 2 pour lequel l'investigateur m'a dit qu'il attendait, et je trouvais tout à fait logique, puisqu'il avait eu Sofdacla, et puis il me dit, moi je ne veux pas le retraiter, j'attends les nouvelles molécules, on verra après la logique. Sauf Ledi, il y a eu 3 malades qui ont rechuté. Alors le premier avait aucune résistance, ça a été traité 24 semaines, on attend la réponse virologique soutenue. Le deuxième avait une substitution sociale à résistance H58D. Il a été traité par Sofsim avec un médicament sans résistance croisée et il a rechuté. Et le malade qui a été traité par traitement renforcé, sauf Grazo, Elba, Ribavirin, a une réponse virologique soutenue. Mais on a eu une rechute après malade traité par une combinaison sans résistance croisée. Et donc, il y a quand même des rechutes aussi après 2 cures. C'est pour ça que dans la 3e cohorte, le premier malade a été traité toujours par une combinaison sans résistance croisée à rechuter et les autres sont en attente. Pour tous, il apparaissait qu'il allait arriver des molécules extrêmement intéressantes avec des barrières de résistance élevées. Et dans la pratique de la commission hépato et des libéraux qui ont participé à ce travail, pour AVLIP3, tous ont préféré, ou pratiquement tous, attendre l'avènement des nouvelles molécules pour retraiter ces malades qui sont difficiles à traiter, non pas impossibles à traiter, mais difficiles à guérir. Et je voulais revenir et terminer sur... il y a un des malades de ABDIP2 qui avait rechuté, qui avait été inclus dans ce protocole Revenge, c'est un protocole de l'ANRS, qui a inclus 33 patients, tous rechuteurs après une combinaison, sauf Ledi, sauf Dacla, ou sauf Simé, avec des résistances soit à l'anti-NS5A, soit à l'antiprotéase. Il y a eu 26 malades qui ont débuté le traitement, 13 randomisés dans les 2 groupes. Et là, c'est ce que la Société européenne a appelé comme protocole renforcé. On voit que quand on renforce la combinaison avec du sofosbuvir, Grazo-Elbasvir avec sofosbuvir et ribavirine, on arrive, et pour 13 malades qui avaient une RVS4, à 100% d'RVS4. Donc ça reste quelque chose, une proposition intéressante à pouvoir faire à nos malades. Mais en sachant que Grazo-Elbasvir n'est pas encore commercialisé, donc il y a la possibilité qui a été montrée aussi avec les molécules à vie de 3D, plus sofosbuvir, plus ribavirine active. Donc finalement aujourd'hui il y a 2 possibilités, soit traiter avec des molécules sans résistance croisée, soit utiliser un protocole renforcé, c'est ce qu'a recommandé le ASL. Et l'autre proposition, et la plus logique, est celle qui a été engagée par ceux qui ont participé à ça, et que je trouve très logique, c'est d'attendre
pour des malades moins graves, des malades qui sont susceptibles d'attendre l'avènement des nouvelles molécules, et on va voir qu'il nous arrive un arsenal qui va permettre de pouvoir guérir ces malades. On va justement parler. Alors je rappelle à l'ensemble des internautes connectés que vous pouvez poser des questions par chat. C'est facile, on va essayer de répondre à toutes les questions. Il y en a déjà une qui est arrivée, et elle concerne exactement ce que tu disais là, c'est-à-dire que, en particulier lorsque les patients n'ont pas de maladie hépatique sévère, la solution d'attendre est une solution également valable, voire peut-être très valable. Les nouvelles molécules dont on va parler maintenant. On nous posait la question la plus précisément d'un patient de génotype 5 avec une fibrose F0. Le velpatasvir, est-ce qu'on attend? C'est la question qui est posée. Parce que au niveau virologique, dans les antiprotéases, on avait quand même le virus sauvage qui revenait au niveau de quelques mois. Là, par contre, les résistances, elles persistent beaucoup plus. Les résistances aux anti-NS5A persistent dans le temps. Absolument. Et donc, si on a un patient qui a de fibrose, autant attendre des molécules plus performantes. Les molécules qui nous arrivent ont une barrière de résistance beaucoup plus élevée. Et moi, pour avoir eu 2 malades de la série qui avaient rechuté après 2 cures, ça veut dire qu'ils avaient eu Sofledi, puis après Sofcimé, en choisissant des molécules sans résistance croisée qui ont rechuté. Donc je me retrouvais devant une rechute après 2 traitements par association. Je pense que pour eux, j'ai bien sûr fait une étude de résistance, et il était temps d'attendre l'avènement de molécules susceptibles de le guérir à tout coup. Il y a aussi un coût généré, parce qu'on n'a pas dit, quand on met des protocoles renforcés, il y a quand même un coût encore plus important, intolérance. Et donc, moi, je suis définitivement persuadé qu'il faut, à ce que j'ai entendu à la SLD, attendre, on le verra plus tard, des nouvelles molécules, ce d'autant que les malades sont peu sévères. Juste un point de détail, parce que ça va introduire ce que vous allez dire. En cas de rechute, recherche de résistance, oui, si possible, auprès de votre laboratoire de virologie qui va pouvoir vous orienter, et puis plutôt au moment d'avoir à retraiter que juste après la rechute. On est d'accord. Moi, j'ai apprécié la recommandation de l'ESL qui a dit, comme tu l'avais dit, oui, si possible, si pas possible, faites pas. Ouais. La FEF a été plus directive, et moi, dans une première RCP, avant que je sois centre de RCP, on avait exigé que j'ai une étude de résistance avant de pouvoir retraiter mon malade. Et à ce moment-là, j'avais dit, ok, d'accord, mais où je la fais? Il y avait qu'un centre en France qui faisait, c'était pas compliqué, il fallait attendre 2 mois, donc c'est pas simple. Et là, finalement, l'européen a été plus simple. Ce qui a été évolué aussi et qu'il faut penser, c'est que quand on fait une recherche de résistance anti-NS5A, elle est positive dans 80-90% des cas. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut la faire, parce qu'on sait qu'elle est pratiquement constante. Je crois que si on peut l'avoir, c'est bien. Et vraiment, je pense que l'européen a fait quelque chose de raisonnable. Si on peut pas l'avoir, c'est la même chose, parce qu'on verra après que quel que soit le niveau de résistance, avec les nouvelles molécules, ça passe. Ça passe. Donc l'intérêt, c'est de l'archiver pour pouvoir et de la faire quand elle est facilement faisable. Et moi, je sais que le délai de réponse que j'ai, c'est l'ordre de 2 mois. Bon, on a le temps d'attendre, mais je veux dire que c'est pas quand même un examen de routine fait facilement. Et en plus, pour le moment, finalement, c'est pas d'indication, ça va pas nous aider dans le traitement supplémentaire, puisque finalement, pour la plupart, la tendance a été soit de pas les faire, soit d'attendre. Si vous n'avez pas la possibilité de les faire, c'est pas indispensable de les faire, donc on peut s'en passer. Patrick, c'est toujours Denis. C'est toujours Denis sur quelque chose de très important, c'est le 8 semaines. Je crois que vraiment, aujourd'hui, et là, ça a été montré pour Sofledi, traitement de 8 semaines pour nos malades non cirrhotiques naïfs, c'est-à-dire des malades qui nous arrivent maintenant, qui sont non cirrhotiques et naïfs. C'est le gros vraiment, de la troupe, ouais, c'est le gros de la troupe. Et 8 semaines, ça marche comme 12. Alors pourquoi c'est important? Parce que c'est plus court, parce que c'est plus économique, parce que les malades adorent, et qu'en fait, clairement, il y a eu maintenant plein d'études. Là, il y a quand même une frilosité de tous les experts à traiter 8 semaines, pour la raison que, à la fois aux États-Unis, on a entendu que à peu près 50% des malades qui auraient dû avoir 8 semaines ont eu 12 semaines. Et quand on regarde dans la cohorte libérale, il y a eu 10% des malades traités par Sofledi qui ont eu 8 semaines. Mais quand on regarde les malades de la cohorte qui auraient pu avoir le 8 semaines, il y a 50% des malades qui auraient pu avoir 8 semaines et qui ont été traités de 12 semaines. Donc aujourd'hui, il y a une vraie frilosité de tous ceux qui prescrivent vis-à-vis du 8 semaines. Il faut que cette frilosité s'arrête. Il faut vraiment qu'on fasse du 8 semaines, encore une fois, aux malades de génotype 1, naïfs, non cirrhotique. On passe les 6 millions, le truc, ça a été discuté, supérieur à 6 millions, pas 6 millions. Si on veut rester simple, c'est naïf,
génotype 1 naïf non cirrhotique. Et ça a été montré récemment avec la molécule AVI sur les 3D pour le génotype 1B. Dans ce génotype-là uniquement, pour les malades non cirrhotiques, et vous pouvez voir là sur cette série qui a été présentée à la spéciale conférence à Paris, à l'européenne, au consensus européen, que en fait, en intention traitée, ça fait 98%, et si il y a eu une exclusion de 3 malades qui étaient de génotype non 1B, et si on considère l'exclusion des malades non virologiques, on est à 99%. Donc c'est très puissant. Et moi, dès que j'ai eu les résultats de ce travail, j'ai tous mes malades 1B non cirrhotiques, F0, F1, F2, on va voir F2, par 8 semaines. Et pareil, là, une chose importante quand même, c'est un petit groupe au nombre, c'est que là, ça baisse chez les malades F3, donc il faut quand même réserver cette situation de traitement de 8 semaines pour du 1B à lésion peu sévère, F0, F1 modéré. Pas de F3, pas de cirrhotique. C'est vraiment des traitements pour des malades naïfs, non cirrhotiques, à fibrose. Là, et là, on peut être confiant vis-à-vis du résultat et qui vont nous apporter une économie. Je dois dire que pas tout montrer les malades de toutes les séries des cohortes AV des libres, mais on avait montré qu'on était plus économique au fil du temps par coût moyen patient. Et on risque de le devenir encore avec des stratégies de 8 semaines, ça c'est évident. Et surtout que c'est des malades, comme l'a dit Patrick, qui font maintenant notre recrutement quotidien. Le G3, Patrick. Alors G3, le donc méchant. le méchant G3, puisque vous savez que les patients G3 ont une évolution plus rapide vers la fibrose, qu'il y a plus de CHC, et que maintenant, avec les nouvelles recommandations, on peut traiter tous les patients G3. Donc là, vous avez les recommandations françaises actuelles qui sont la base pour nos RCP. Donc le Sophos Dacla, 12 semaines chez les patients pré-traités, bientôt le Sophos Velpa. Les patients pré-traités Sophos Dacla, 24 semaines, et des cirrhoses décompensées, vous rajoutez la ribavirine. Donc là, le Graham Foster, le Britannique, a présenté plusieurs études de synthèse de résultats sur les patients G3. Donc on regarde la RVS12 de tous les patients, on voit des résultats qu'on pourrait considérer comme pas trop mal. Par contre, quand on détaille, on voit donc chez les patients non cirrhotiques, soit naïfs, soit pré-traités, on a des résultats qui sont relativement satisfaisants. C'est vrai que maintenant, on veut être à 100%. Par contre, quand on regarde chez les patients cirrhotiques compensés, on voit un effondrement des résultats, sauf peut-être Astral 3 avec le SOF Velpa, donc qui montre qu'on a encore besoin de nouvelles molécules pour le G3, et en particulier chez les patients cirrhotiques, soit naïfs, soit pré-traités, et on va en reparler tout à l'heure. Un des intérêts de la molécule ombistavir, paritaprevir, plus dazabuvir 3D, plus ou moins riba, est la situation d'insuffisance rénale. Et cette étude a complété la Ruby One première sur 20 malades pour montrer que chez des malades de génotype 1, c'était des G1A ou des G1B. Alors les G1B ont été traités sans ribavirine, les G1A à la dose minimale de 200 mg de ribavirine. Et j'avoue que dans cette situation, moi j'ai tendance à pas utiliser la ribavirine du tout, parce que Ruby 1 premier avait montré que la tolérance n'était pas très bonne de la ribavirine dans cette population, et on voit qu'on a des très bons résultats en termes de réponse chirurgique soutenue. C'est un peu notre expérience sur ces malades. C'est vraiment une très très bonne combinaison, très bien tolérée chez le dialysé. Il y avait 70% des malades en situation de dialyse et 31% de cirrhotiques. Et dans Ruby 2, qui s'est intéressé sans ribavirine à des malades G1A et 4 avec insuffisance rénale sévère, 17 en dialyse sur les 18 patients, donc des malades qui étaient tous en dialyse. On voit ici des excellents résultats, que ce soit le 1A
ou le G4, et quand on considère la situation per protocole, je suppose qu'il y a des malades qui n'ont pas fini leur cure ou qui sont sortis d'études pour une raison X, on est à 100%. C'est vraiment une association extrêmement efficace, bien tolérée dans la situation de dialyse. Alors c'est important aussi sans ribavirine, ce qui est intéressant. Et sans ribavirine. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a le sentiment qu'on va complètement éradiquer l'hépatite B, l'hépatite C dans cette situation. On avait été parmi les premiers, l'Institut Arnaud V a rapporté qu'à l'époque, on était à presque 50% de prévalence d'anti-VHC. On avait rapporté qu'il y avait une transmission nosocomale extrêmement importante dans des salles de dialyse et qu'il y avait lors des coups d'urgence, il y avait une contamination possible entre les malades. Et là, vraiment, c'est l'éradication totale. Alors, je dois dire aussi qu'un des malades traités m'a marqué parce que il a été, à la fin du traitement, il était dialysé avec une dialyse 2 fois par semaine, il a été retiré de la dialyse. Autrement dit, je pense que ce malade a été traité pour une glomérulonéphrite à VHC, qu'il a guéri de sa glomérulonéphrite et de ce fait, qu'il a amélioré sa fonction rénale au point de sortir de dialyse. C'était quand même extraordinaire. Et j'avoue que c'est quand même une expérience de malade qu'on avait du mal à toucher, intouchable par et l'interféron et la ribavirine. Et là, on a une tolérance parfaite des traitements qui sont pris après la dialyse et qui sont merveilleusement bien tolérés. C'est une introduction parfaite à la suite de Patrick. Patrick, en cas de vascularite cryoglobulinémique. Alors, on a deux situations. L'étude a comparé 2 groupes, soit des patients avec une vascularite cryoglobulinémique, donc une cryoglobulinie symptomatique diverse, soit des patients avec une cryoglobulinie asymptomatique. Donc, vous voyez les 2 groupes. Et je vous montre sur ces 65 patients traités avec cryoglobulinie les résultats. Donc vous voyez les manifestations cliniques qui s'effondrent au niveau de la fatigue, du purpura, des arthralgies, des neuropathies et de l'atteinte rénale. Donc vous avez dans plus de 80% des cas une nette amélioration avec des délais qui sont très courts. Effectivement, quand on a eu l'expérience de traiter ces patients-là, on voit que très rapidement ils ont une amélioration. Et quand ils ont été mis sous corticoïdes, on peut diminuer la corticothérapie ou l'arrêter chez une grande partie des patients. Il y a faible taux de patients qui restent symptomatiques. C'est un petit peu les mêmes résultats qui avaient été trouvés avec l'interféron, mais là on a des résultats beaucoup plus rapides sur ce type de patients. Donc ça marche bien. Moi, ce que j'ai tendance à expliquer à mes patients, c'est que tout ce qui est lié au virus, quand le virus disparaît. J'entends la fatigue, le reste. Voilà. C'est vrai que j'étais confronté à des gens de 85 ans qui m'ont dit « Docteur, je suis encore fatigué ». Je dis « Bon, pauvre vieux, on a bien guéri l'infection virale, mais le reste est… » Et je crois que réellement, tout ce qui est vascularite, tout ce qui est cryoglobuline, tout ce qui est maladie à complexe humain, d'ailleurs, c'était l'objet de ma thèse par le passé, PN viral B. On avait été les premiers à montrer que lorsqu'on guérissait de l'infection à virus B, on arrivait à guérir de la PN, alors qu'auparavant, on donnait des traitements corticoïdes qui n'étaient que symptomatiques. Alors, je fais une petite mention pour la fatigue qui est vraiment passionnante, parce qu'on se retrouve, là j'ai eu le cas il y a quelques semaines d'une patiente âgée de près de 80 ans. Elle n'allait même plus faire les courses avec sa fille lui faisait les courses. Depuis qu'elle est guérie, sa fille lui dit « Mais arrête de courir partout ». Elle me dit « Mais docteur, qu'est-ce qui m'arrive ?» Je dis « Mais vous êtes redevenu normal. Ça faisait 30 ans qu'elle était infectée. Elle ne savait même pas qu'elle pouvait être dans… » La fatigue, c'est vraiment impressionnant, surtout que c'est pendant le traitement que les gens s'améliorent souvent. Je ne sais pas s'il y a des données là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de différence d'amélioration de la fatigue chez la personne plus âgée que chez la personne jeune. Regardez. Mais ce qui est important, ce qui nous a frustrés au début, c'est qu'on a été mis dans une situation de priorisation où on traitait que le malade grave, on regardait que la fibrose. Et on avait quand même des patients à fibrose 0, qui étaient fatigués et à qui on ne pouvait pas donner le traitement. Et comme tu l'as souligné, le fait de pouvoir maintenant, dans une manifestation extra-hépatique, fatigue, donner le traitement, c'est quand même une ouverture. Patrick. Alors, on a vu que ces traitements sont efficaces, qu'ils sont bien tolérés. Et donc là, une équipe américaine a fait une étude prospective sur 600 patients avec Sofledi. Et donc, il y avait 6 hépato-gastroentérologues qui donnaient les traitements, plus 5 médecins généralistes qui avaient été formés pour donner les traitements et 5 IDE avec une formation spécifique. Et vous voyez la RVS 12, donc qui est identique, quel que soit le prescripteur. Après, il faut faire attention aux patients cirrhotiques.
Et quand on regarde l'observance avec les visites de patients avec cirrhose, on retrouve de manière significative une meilleure observance chez les patients qui étaient suivis par une infirmière, ce qui nous interpelle un petit peu. Alors on n'avait pas le détail de consultation, du temps de consultation ou autre. On aimerait faire la même étude avec des libéraux. Hein. Je pense que c'est fondamental. Ça serait très intéressant. Si ce sont un système de fonctionnement hospitalier, à mon avis, il y a un énorme biais. Voilà, donc c'est ce qu'on avait dit du reste à la FEF pour l'étude équivalente qui avait été faite par l'équipe de Boujon. Denis. Oui, une grosse polémique qui commence un peu, je dirais presque à diminuer. Ça, c'est une énorme étude italienne qui a été faite sur 3380 patients, F3, F4, traités par antiviroaction directe de janvier 2015 à juin 2016. Et ils ont regardé l'incidence du CHC en fonction, que vous voyez ici, du score F3, donc c'est plat. Le Child A, c'est 1,64% par personne année, et le Child B, un peu plus, 1,64%. Et en tout cas, c'est pas différent de ce qui survient chez le patient non traité par AAD, donc de façon sur une grosse cohorte, de montrer qu'il n'y a pas une incidence plus grande chez les malades traités par AAD par rapport aux malades non traités par AAD du CHC. Ce qu'on voit lors des traitements par AAD, c'est simplement l'éclosion de CHC qui devait intervenir au moment où le malade a été mis sous AAD. La seule chose un peu particulière de cette étude, et ils posaient le problème, c'est qu'ils avaient dans 50% des cas un nodule unique, et dans une moitié des cas, soit 2-3 nodules, soit une forme infiltrative un peu plus sévère et rapide. Et on verra que ces formes infiltratives et plurinodulaires sont survenues dans les 6 mois. On verra après l'étude. Donc ils ont montré que, comme ça a été montré dans CIRVIR, que la survenue de CHC était significativement plus grande quand il n'y avait pas de RVS 12 par rapport à ceux qui avaient une RVS 12. Et ils ont montré que dans les 6 mois, il y avait finalement, par rapport au CHC qui survenait un peu plus tard, il y avait plus de formes plurinodulaires et de formes infiltratives. Donc, ces lésions qui surviennent précocement, ces auteurs posent la question de modification immunologie dans le cadre du traitement qui pourrait éventuellement expliquer un CHC plus diffus, plus nodulaire, plus invasif rapidement. Ça reste à démontrer. Pour le moment, cette étude montre que c'est pas différent du sujet non traité par AAD. La responsabilité de l'AAD dans la survenue de CHC n'est absolument pas démontrée. Et moi, ce que je pense, c'est que vraiment, comme eux, et pour mon expérience, c'est que ça va baisser. Donc, je pense qu'en plus, on aura beaucoup moins de malades cirrhotiques et que finalement, à terme, ça va s'estomper et qu'en fait, ils font un travail. C'est un message important parce qu'il y a des patients qui ont lu ce message et il y a certains patients qui ont discuté les traitements. Ils disent, mais docteur, je ne vais pas avoir un risque de CHC. Donc, il faut vraiment les rassurer, leur dire. Ça a démarré à l'ESL, une étude italienne, une étude espagnole. Et là, quand même, il y a eu quand même des travaux qui montrent beaucoup de malades. Des patients qui auraient eu leur CHC probablement. Alors par contre, quelque chose qui est certain, c'est le risque de réactivation B. Ça, c'est vraiment lors des traitements des hépatites C par les antiviraux directs. C'est vraiment une information, je trouve, importante parce que dans les études d'enregistrement, on avait exclu les co-infections. Donc là, je vous présente une étude chinoise, mais il y en avait beaucoup d'autres qui ont été présentées à la SLD. Du reste, il y a un warning de la FDA où il y avait eu 29 patients enregistrés, dont un patient transplanté et des patients décédés suite à des réactivations virales B. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Et là, dans cette étude, ils trouvaient un certain nombre de patients qui avaient une augmentation des transaminases lors du traitement et 30%, 10 hépatites, soit 3,1%, étaient dues à une réactivation B. Et cette réactivation, elle apparaît au début entre 4 et 8 semaines, donc elle apparaît tout à fait au début. Donc ça nous renforce, puisqu'on avait certains avaient peut-être perdu l'habitude on faisait des gros bilans systématiques avant l'interféron. Donc il ne faut pas oublier de faire ces bilans, rechercher les co-infections, parce qu'on peut vraiment avoir des soucis en cas de patients antigènes HBS positifs. Et il y en a. Denis, les nouvelles molécules pour flirter avec le 100% de réussite et le zéro problème,
On commence par les molécules AbbVie. Alors voilà le GLP-PIB ou GP. Alors j'avoue qu'il y a eu beaucoup de molécules. Il y avait beaucoup de noms d'essais. C'est compliqué de les retrouver tous. Et c'est vrai qu'il y a eu de nombreuses nouvelles molécules. Et c'est vrai qu'au plus j'entendais les résultats, je pensais aux malades sans réponse en me disant que ces malades pouvaient avoir, après, sans réponse aux molécules actuelles, avoir une solution. Donc on commence, comme tu l'as dit, avec les molécules AbbVie, le GLP-PIB ou GP, qui est en fait une protéase anti-NS5 et anti-NS5A. Le pibrintazvir, qui est coformulé donc avec 3 comprimés en une prise le matin, si mes souvenirs sont exacts. Et c'est en fait, on s'intéresse d'abord au G1 et on va comparer 8 à 12 semaines. Alors de façon indiscutable, dans le G1, 8 à 12 semaines, ça donne le même résultat. Et c'est clair que, alors sans ribavirine. La ribavirine, je dirais presque c'est fini, ou pratiquement fini. Et donc, on est ravis parce que finalement, si on peut se passer de la ribavirine, c'est aussi bien. Donc, très grosse efficacité chez des malades de G1, 8 semaines comme 12 semaines, nous aurons tous 8 semaines. Alors, l'endurance 4, on va rentrer dans les noms, c'est 121 malades, là il faut pré-traiter, non cirrhotiques, c'était des malades de génotype 4, 5, 6. Traité 12 semaines. Alors, comme toujours dans le G4, l'hémoglobine se place bien. Et la sans ribavirine, vous voyez le résultat, il est magnifique. 100% de réponse en ITT modifié. C'est que de la guérison, 12 semaines, sans riba. Je dirais presque pour tous les G4 qui étaient plus importants parce que les G5, G6, c'est quand même petit en termes de par rapport au G4. Et donc, c'est une très bonne association. Et c'est vrai qu'on va parler des triplettes, c'est toi qui vas en parler. Moi, je crois que ça, c'est la doublette. Elle est pas mal, cette petite doublette. C'était Surveyor 2, c'est chez les malades G3, les difficiles à traiter, surtout s'ils ont une cirrhose. Et vous pouvez voir que 12 à 7 semaines chez les malades cirrhotiques de GP, ça fait très bien, ça fait 98-96%. Et ça donne des résultats magnifiques dans une situation où on avait besoin parfois de 24 semaines, on avait besoin de la riba et c'était compliqué. C'est vrai que ces malades seront de moins en moins fréquents puisque les cirrhotiques G3, on les a pas mal soignés, pas mal guéris. Donc c'est intéressant dans cette situation. Alors, on va repasser toujours dans l'insuffisance rénale sévère. Là, c'est une grosse série. C'est quand même 104 malades traités par GP. Tous au stade d'insuffisance rénale 4-5, donc très sévère, beaucoup dialysés. Et là, il faut pré-traiter. Et on voit là que le résultat, et ça va être toujours comme ça pour toutes les nouvelles molécules, c'est du 100%, mais le 90%, il est lié au fait qu'il y a eu un arrêt de traitement, un perdu de vue. Donc, si on fait du per protocole, c'est 100%. Toujours sans ribavirine, toujours 12 semaines dans cette population. C'est vraiment une molécule extrêmement efficace sans ribavirine. 8 semaines pour les G1, 12 semaines dans les autres choses. Et ça règle un petit peu les problèmes. Et la question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on pourra disposer de cette molécule ? Voilà, et je te passe la parole sur les autres nouvelles molécules. Alors là, on va parler de doublettes et de triplettes, donc les molécules de Gilead avec le sofosbuvir, le veltapasvir et voxilaprévir. Donc c'est le programme Polaris. Donc vous regardez à gauche, vous avez les patients en échec d'antiviraux directs, à droite les patients naïfs. Donc Polaris 1 sont des patients en échec limiteurs NS5A, donc de 1 à 6. Donc là c'est un traitement de 12 semaines contre placebo. Le Polaris 4, donc 333 patients, c'est d'échecs d'inhibiteurs non NS5A, donc de 1 à 4. Donc c'est soit 12 semaines de SOF-VELPA, VOX, donc la triplette, soit 12 semaines de la doublette, le SOF-VELPA. Sur la partie droite, donc les patients naïfs d'antiviraux directs. Polaris 2, donc 941 patients. Vous voyez le nombre de patients, donc de G1 à ici. Là, on a essayé de comparer la triplette sur 8 semaines avec la doublette sur 12 semaines. Et toujours le G3 avec la triplette 8 semaines et le SOF-VELPA sur 12 semaines.
Donc maintenant, vous allez voir donc les résultats qui sont tout à fait remarquables pour un nombre de patients important. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure avec ces études ? Que la triplette, sauf Velpa, Voxinaprévir, est une association efficace chez les patients en échec d'antiviraux directs. Quand on regarde au niveau des patients naïfs, donc il n'y a pas de différence chez les patients naïfs entre la doublette et la triplette, sauf chez les patients qui ont eu un G3 pré-traité par PEG-RIBA. Donc des résultats tout à fait remarquables. Je me suis posé la question devant ces études de me dire que finalement en France, sauf Velpa n'est pas commercialisé à ce jour, s'il est aux États-Unis. Pour se poser la question de passer directement à sauf Velpa, sauf Voxi, l'Aprévir. Pourquoi passer par une étape, tenter commercialiser sauf d'abord Velpa, puis sauf... Quand on voit aussi les résultats qui sont... Des médicaments. Quand on voit les résultats de l'échec des inhibiteurs de NS5K, qui c'est la population qui nous intéresse, dont on a dit que ces NS5K étaient archivés, qu'ils étaient compliqués à traiter, et donc finalement on passe, alors ça va tellement vite qu'on passe d'une molécule pas commercialisée à une molécule encore plus puissante, mais toujours pas commercialisée. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on va faire tout ça. Non, sur le fond quand même, on a là des molécules, on a montré dans ABDLib 1, 2, 3, qui sont efficaces à 98%. Voilà, on attend certains. Donc il nous reste 2%. Voilà. Donc là, on est en train de tabler sur des choses qui vont marcher à 99%. On avait dit qu'il y avait le blanc, le plus blanc que le blanc, et là, on est content de ce qu'on a. Et le point, on traite tellement vite qu'il est possible que quand ces molécules sortiront, on aura déjà avancé pas mal de travail, parce que jusqu'alors on a fait... C'est toute une réflexion que j'ai pu avoir dans ce congrès et qui m'a fait dire, les choses vont très vite, il y a des associations, des nouvelles, et voilà. Patrick, des nouvelles encore ? Alors, il y a encore des nouvelles. Si vraiment ces nouvelles molécules ne vous suffisent pas, vous avez quand même Merck qui travaille aussi. Donc, c'est l'étude Cessurge, donc le MK3682, donc on ne connaît pas encore le nom, avec le Grasoprévir et le Ruzasvir, pour des patients donc, en échec d'antiviraux directs, donc une étude ouverte multicentrique randomisée avec 12 semaines contre 24 semaines. Et je vais tout de suite vous donner les résultats. C'est l'éternel 100% avec 16 semaines, qui est tout à fait équivalent à 24 semaines, donc une excellente réponse virologique. Donc si vous n'avez pas assez de molécules, vous en aurez d'autres encore. Sachant qu'avant Grasoprévir et Ruzasvir, on aura Grasoprévir et Elbasvir. Normalement, qui devrait être le prochain qui va arriver. Il y a une chose qui est claire aussi, qui était dans Veidélib, c'est qu'au fur et à mesure du temps, le 24 semaines devient 6%. Je crois qu'à terme, le 24 semaines va quand même disparaître. On est aujourd'hui en majorité dans du 12, du 8, et même le 16, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, on est quand même dans le traitement court, et c'est important au plan individuel d'un malade d'avoir le traitement le plus court. Ils le ressentent, ils sont contents, à 8 semaines, ils sont ravis. Ça va tellement vite qu'ils sont même guéris avec une vitesse. Et je rappelle qu'auparavant, on était quand même à des traitements de 12, voire 18 mois. Alors, pour finir sur les molécules de Merck, quand vous avez des mutations de résistantes préexistantes, ça n'a pas d'impact. De toute façon, quand on est à 100%, forcément, il ne va pas y avoir d'impact. Donc, pas la peine de rechercher des mutations de résistantes préexistantes. Alors, un petit mot du virus B. Il y a eu quand même des choses à noter. Il y a eu quelques petites choses. C'était pas, il n'y a rien eu de vraiment monstrueux pour le B. En fait, que des confirmations. Donc une étude sur le CHC qui diminue, avec le temps des patients virosupprimés avec des traitements contre le virus B, soit le tenofovir, soit l'entecavir. On avait eu des résultats jusqu'à 5 ans, donc on a les résultats qui se poursuivent dans le temps et on voit qu'après 5 ans, on a une incidence annuelle du CHC qui va baisser. Il faut se méfier quand même des patients qui ont un âge de plus de 50 ans et un taux de plaquettes bas, qui sont des facteurs prédictifs de CHC. Et quand on compare les patients sans cirrhose et avec cirrhose, ce qui est intéressant, c'est qu'après 5 ans de virosuppression, on a un risque de CHC chez les patients avec cirrhose qui baisse et qui se rapproche petit à petit des patients sans cirrhose. Mais je vous rappelle naturellement que les patients avec cirrhose doivent avoir une échographie tous les 6 mois, même si ce risque baisse avec le temps.
ne pas relâcher la surveillance. Les immunosuppresseurs, c'est pas les anti-TNF, c'est pas le rituximab. Non, c'est tout simplement la corticothérapie IV pendant 4 semaines relayée. Alors c'est intéressant parce que il y a eu 2 groupes dans ça, un groupe avec traitement antiviral préventif et un groupe sans traitement préventif. Ils sont intéressés au groupe sans traitement préventif de malades qui étaient antigènes HBs positifs, qui avaient une corticothérapie intraveineuse pendant 4 semaines, puis en relais par les corticoïdes oraux, supérieurs à 10 mg, supérieurs à 4 semaines. Et on voit dans le groupe où il y a eu ce relais de 43, il y a eu 11 transaminases et 4 élévations de transaminases et 4 décompensations, soit des réactivations, alors que le groupe qui n'avait pas pris ce traitement d'entretien n'a pas fait d'événement hépatique. Alors, le traitement maintenant, c'était le seul facteur associé à la réactivation. Et c'est sûr que là, il démontrait ce qu'on savait déjà, c'est que le risque de poussée transaminase ne s'est vu que dans le groupe où il n'y avait pas de traitement, préventif et où il n'y avait pas eu de corticothérapie de maintenance. Toujours est-il que vous avez à penser qu'un traitement corticoïde extrêmement court n'a pas trop d'incidence, mais dès que ça commence à prolonger, ça en a. Et je voulais juste rappeler ce qu'a été les guidelines européens de 2009, à savoir le traitement préemptif avant tout traitement immunosuppresseur, toute chimiothérapie, faire une sérologie B complète, ce qui n'est loin d'être fait chez tous les malades atteints de cancer, de lymphome, et voir aussi bien les hépatogastrologues en pensent pour les MICI. Et les 3 marqueurs, antigène HBS, anti-HBC, anti-HBS, alors dans ce cas-là, quand l'anti-HBS seul est positif, ça va être le fruit de la vaccination, il ne faut rien faire. Quand il y a un anti-HBC isolé, un anti-HBC, un anti-HBS ou un anti-HBC isolé, il faut faire de l'ADN du VHB tous les 3 mois, et si positif, traitement par analogue. Et quand l'antigène anti-HBS est positif, quel que soit le niveau d'ADN viral, faire un traitement par analogue. Savoir prolonger le traitement par analogue 12 mois après la fin du traitement immunosuppresseur, voire longtemps à vie si le traitement immunosuppresseur est à vie, et prévenir nos malades porteurs inactifs du virus B, qu'on revoit tous les 6 mois, de savoir de venir plus fréquemment si jamais ils sont mis dans une situation de corticothérapie au long cours, d'immunosuppression, de MICI, de quelque immunosuppression que cela. Moi j'ai tendance à leur dire sûrement revenez, vous ne risquez rien vis-à-vis de ce portage inactif, sauf si, bien évidemment, un élément extérieur était capable d'eux. Je leur dis de revenir plus tôt pour un traitement préemptif. Et je crois que, clairement, le message doit être répété, parce qu'on peut avoir des réactivations mortelles. La cirrhose, ses complications. Alors là, c'est pareil, il y a eu des choses assez intéressantes, hypertension portale, etc. Là, avant tout, on reparle de stratégie de dépistage du CHC. Alors, on sait très bien que le dépistage du CHC, tous les 6 mois, par échographie, voire IRM, est vraiment fondamental. Et on a montré récemment qu'attendre quelques mois de plus pouvait baisser l'espérance de vie des patients en cas de découverte du CHC. Par contre, le problème, c'est l'observance de cette surveillance. On sait très bien qu'il y a des parties du monde où c'est très bien fait, d'autres c'est moyennement fait. Nous, on est dans le groupe où c'est moyennement fait. Et là, dans une étude américaine, ils ont essayé de améliorer l'observance de cette surveillance semestrielle. Donc, sur un nombre de patients assez important, 1800 patients. Le groupe 1 avait le suivi classique avec une information donnée aux patients sur l'intérêt du dépistage, comme l'on fait régulièrement sur le CHC et la cirrhose. Le groupe 2 avait un courrier avec un calendrier de dépistage, donc une relance par courrier. Et le groupe 3 avait le courrier plus la personne ressource qui pouvait être une personne de liaison ou le médecin traitant. Et quand on regarde les résultats, on voit de manière très significative qu'il y a une amélioration de l'observance chez les patients qui vont recevoir un courrier et une petite amélioration supplémentaire si on a une personne ressource comme les médecins généralistes. Donc si vous voulez, il faut absolument augmenter l'observance de nos patients et je pense que tous au niveau de nos cabinets, on doit réfléchir à une méthode pour que les patients viennent régulièrement et les prévenir, surtout si ils ont oublié de venir à leur surveillance. Il n'est pas traditionnel en France de relancer les patients, donc c'est vrai que c'est une expérience intéressante, ça.
Et moi, je pense qu'il y a une action à faire auprès des radiologues pour ce rapide. Parce que moi, nous, on est libéraux, on travaille en ville, on a pas mal de radiologues concernés. Et moi, je vois des malades revenir en me disant, le radiologue m'a dit, mais mon foie est normal, pourquoi tu fais des échographies systématiques, même quand tu as la cirrhose? Et je crois qu'il y a aussi une information, une éducation à apporter à nos collègues radiologues qui sont pas censés connaître la règle du dépistage universel, qui eux-mêmes peuvent aussi relancer les malades en leur disant qu'il est important de le revoir dans 6 mois. Il y a toute une chaîne. Et moi, je suis quand même troublé par le fait que les malades reviennent pour me dire, le radiologue m'a dit, mais pourquoi? Alors, il y avait un message qui était aussi intéressant à la SLD sur cette échographie de dépistage. Ça veut dire, ne regardez pas que le foie. Il y a une équipe qui a montré qu'en regardant bien le pancréas, on pouvait trouver des tumeurs qui étaient guérissables. Pour tous ceux qui font de l'échographie semestrielle sur le patient, ne regardez pas que le foie, regardez le reste aussi. Ça, à mon avis, c'est le boulot d'un radiologue compétent. Un radiologue compétent ne peut pas faire une échographie hépatique unique, mais c'est quand même une échographie abdominale. Sur le plan du principe, oui. Quand même. Je veux dire c'était intéressant de l'avoir chiffré, ça. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant. Peut-être aussi, c'est tout un méthode de se mettre en collaboration avec nos amis radiologues pour essayer de passer des messages, avoir des choses importantes. Donc, les statines. Alors, les statines, encore une étude sur les statines, comme à toutes les sauces, c'est plus qu'une étude, c'est un observatoire, énorme observatoire, registre danois, c'est rétrospectif, et on a regardé dans cette cohorte de malades à cirrhose compensée ou décompensée. Vous avez vu les chiffres, c'est extrêmement important. Le pourcentage de malades qui prenaient les statines, vous voyez indication des statines, il y avait 2275 malades à cirrhose compensée, 1% prenaient des statines et 3% dans le groupe décompensé. Ça, c'est le pourcentage de décès dans chacun des groupes. Et vous pouvez voir que ici, sur la cirrhose compensée, la survie en fonction de la prise des statines, elle est meilleure quand on prend des statines que quand on ne prend pas des statines atteintes d'une cirrhose compensée. Dans la cirrhose décompensée, c'est pareil. Il y a une meilleure survie pour les statines par rapport à l'absence de statines. Et je crois que dans la décompensation, ça a été aussi montré. Donc, mortalité et risque de décompensation. Mais c'est clair que le message, c'est qu'on n'arrête pas les statines à nos malades qui ont déjà des statines pour une indication. Mais le message est qu'on aimerait avoir là une étude contrôlée, randomisée, interventionnelle, de patients cirrhotiques, statine, pas statine, prospective. Il nous manque ça. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrête pas quand même chez les cirrhotiques. On n'arrête pas les metformines, on n'arrête pas les statines, on n'arrête pas le... Voilà. Donc on garde tout. Alors, encéphalopathie. Alors, on avait la rifaximine et l'encéphalopathie, donc c'est un traitement maintenant bien connu. On ne savait pas s'il fallait continuer à associer le lactulose ou laisser la rifaximine seule. Et là, cette étude répond à cette question qu'on se posait. Donc, c'est une étude randomisée multicentrique. Donc 222 patients, donc une étude très solide. Et le jugement principal, c'était jusqu'à la récidive d'un épisode d'encéphalopathie. Donc vous voyez les deux bras. Premier bras en bleu, rifaximine 550 mg 2 fois par jour. Et le bras en rouge, rifaximine 550 mg 2 fois par jour, plus le lactulose, le tout pendant 24 semaines. Alors je vous montre un seul des résultats. C'est le temps jusqu'à récidive d'un épisode d'encéphalopathie hépatique. Donc la réponse c'est oui, il faut associer les deux, la rifaximine plus le lactulose. Par contre, il ne faut pas s'attendre à des miracles sur d'autres choses. Il n'y a pas d'effet sur la mortalité. Il n'y a malheureusement pas d'effet sur les encéphalopathies qui nécessitent une hospitalisation et il n'y a pas de modification de la tolérance. Mais quand même, je pense qu'il faut associer les deux s'il y a une bonne tolérance. La rifaximine, antibiotique non absorbable, c'est disponible ? Oui, on peut tout à fait l'avoir sans problème. Il est disponible à la pharmacie des hôpitaux uniquement, avec simplement pharmacie des hôpitaux, un peu comme même message. Je l'ai pas en pharmacie de ville. Et moi, j'ai été marqué par la tolérance de ce produit. C'est par rapport à la lactulose dont on connaît les limites, flatulence, diarrhée. C'est un produit extrêmement bien toléré. Je crois efficace. La limite du lactulose est dans sa tolérance. Et d'ailleurs, je suppose qu'ils n'ont pas mis la dose
dose parce que c'était adapté aux malades et il y a des doses qu'on ne peut pas atteindre. Donc c'est très bien toléré là. Encéphalopathie, hypertension portale. Alors hypertension portale, c'est une étude que je crois importante qui confirme d'autres études. C'est des malades qui étaient... il y a une grosse cohorte au départ, mais on considère les malades, les 671 malades à haut risque, c'est-à-dire des malades qui étaient de Child B ou C et qui avaient une hémorragie active à la première endoscopie. Et là, ils ont randomisé en TIPS précoce, c'est-à-dire dans les 36 heures, 3 jours, plus que 36 heures, 3 jours, ou traitement vasoactif et endoscopique traditionnel. D'ailleurs, le groupe est très déséquilibré, c'était des centres universitaires, c'était des centres habitués à ce type de traitement, mais en fait, il n'est pas évident, même dans un centre de référence, d'avoir un TIPS en 3 jours, car ça suppose pratiquement une équipe de radiologues et une garde de TIPS pour pouvoir avoir ça aussi vite, ce qui explique qu'il y a eu 650 malades dans le groupe vasoactif et 66 malades dans le TIPS. J'avoue que dans le centre dans lequel je travaille, on a la chance d'avoir 3 radiologues interventionnels et quand ils ont commencé à me parler de garde, de capacité de pouvoir faire du TIPS en urgence, j'ai dit que c'était très bien, ça pouvait le faire, il suffit d'avoir les gens pour pouvoir le faire. Et donc ici, alors c'est des résultats attendus parce qu'on sait que l'hémorragie digestive, à chaque fois qu'elle survient, va entraîner une surdécompensation hépatique. Donc là, régler le problème vite fait que sur le critère composite, c'est contrôle de l'hémorragie ou absence de récidive, on est meilleur avec le TIPS, 91% contre 68%. On est meilleur quel que soit le child B ou C, on est meilleur et donc c'est quand même un traitement efficace. Alors, dans cette étude, il a été montré que la survie sans transplantation était meilleure dans le groupe TIPS, seulement dans le groupe Child C, alors que d'autres études avaient montré que c'était dans B ou C, mais c'est quand même déjà un résultat important. Et je crois que quand on est confronté à une hémorragie digestive sévère chez un patient de Child B ou C et qu'on a la capacité d'avoir un TIPS dans les 3 jours, il faut le faire. Ça diminue la mortalité, ça règle l'hémorragie rapidement. C'est de montrer Child B et C. Je crois que vraiment, ça dépend de l'équipement de son établissement. Et si on ne l'a pas dans son établissement, transférer dans un établissement susceptible de pouvoir faire ce TIPS dans les 3 jours. Early TIPS. Dans la dernière partie, on va vous parler de NASH et on va vous parler de cholestase. Et là, il y a quand même eu des choses intéressantes et voire impressionnantes. Et alors, je pense qu'on d'ailleurs. n'a absolument pas fini avec la NASH et la NAFLD. Hein. Donc là, vous avez ces résultats chez les adolescents américains qui sont vraiment impressionnants. Donc les adolescents, c'est de 12 à 18 ans. Ils ont comparé donc 3 groupes d'années, 88-94, 99-2004 et 2005-2010. En bas à gauche, vous voyez l'obésité qui augmente de manière importante chez les adolescents. Hein, je vous rappelle, 12 à 18 ans. Donc on se retrouve avec près de 19% d'adolescents obèses et 5% qui ont une obésité sévère. C'est vraiment très impressionnant. Et quand on regarde sur la partie de droite, la NAFLD, forcément, la NAFLD augmente avec le poids de ces adolescents. Et là, c'est des critères biologiques qui avaient été utilisés pour faire le diagnostic. Quand on regarde maintenant la NASH et la fibrose sévère, on a effectivement une augmentation de la NASH et de la fibrose sévère. Donc, c'était des critères biologiques un peu particuliers pour la pédiatrie qui étaient utilisés. Et forcément, on voit une évolution importante sur la NASH, puisqu'on a vu aussi lors de cette présentation l'augmentation importante des indications de transplantation chez des gens de moins de 40 ans qui font suite après à ce type de patients. Ça c'est les résultats chez les adolescents, moins de 18 ans. Oui. Entre 18 et 39 ans, il y avait les mêmes résultats. NASH multiplié par 2 en 25 ans. Absolument. Et effectivement, c'est ce qu'on avait rapporté aux minutes. Voilà, vous pourrez le regarder plus en détail sur les minutes. Sur les minutes. Voilà. Et alors là, vraiment, un résultat que j'ai trouvé vraiment très intéressant, et si je retenais qu'une seule présentation pour cette année qui va changer ma pratique quotidienne, c'est cette étude où une équipe donc américaine a étudié les parents du premier degré chez des patients avec cirrhose NASH. Donc
un groupe contrôle avec les patients cirrhose NASH par rapport à un autre groupe contrôle sans cirrhose. Et tous les patients de la famille par rapport au probant avaient une mesure de l'élastométrie hépatique par des mesures IRM ou d'élasto-IRM. Et on voit les résultats qui sont vraiment impressionnants quand vous comparez les familles où il y a une cirrhose NASH par rapport à des groupes contrôle des familles où il n'y a pas de cirrhose NASH. Vous avez 18% de parents qui ont déjà une cirrhose, même si les groupes, vous avez vu tout à l'heure, n'étaient pas tout à fait comparables. Mais si on fait un ajustement par rapport à différents critères, on retrouvait un autre ratio de 12. Donc vous avez 12 fois plus de risque d'avoir une cirrhose NASH quand vous avez quelqu'un dans votre famille qui a une cirrhose NASH. Donc ça veut dire que quand on est face à des patients qui ont une fibrose sévère, mais comme on le fait pour les coloscopies avec les risques de cancer du côlon, il faut demander que toutes les gens de la famille aient une évaluation de leur fibrose hépatique et on va être surpris. Et j'ai moi-même quelques cas et je pense qu'on va poursuivre dans ce sens, rechercher la fibrose dans ces familles de NASH. La biopsie. Alors toujours dans la NASH, donc Kleiner qui est à l'origine de la classification qui fait référence dans la NASH, je vous rappelle la publication de Kleiner, c'est Pathologie 2005, et où là vous avez tout le référentiel sur les scores histologiques. Il faut, je pense, passer ces publications à nos anapathes. Donc là, vous avez une comparaison sur 2 biopsies chez chaque malade. Donc vous avez trois classes sur 394 patients. Vous avez la classe stéatose, donc sur la gauche, 75 patients. Des patients qui étaient au départ NASH incertaine. Et vous avez la 3e classe, la NASH certaine. Et on voit sur le plan biologique, des différences en termes de transaminase et en termes d'HDL, donc une comparaison avec 2 biopsies qui est assez passionnante, parce que c'est une question qu'on se pose souvent. Donc là, vous aviez le diagnostic histologique à la 2e biopsie en fonction du diagnostic de la première biopsie. Donc vous avez en haut les patients avec stéatose au départ, et vous voyez quand vous regardez en haut, le rouge c'est la NASH certaine chez ces patients lors de la 2e biopsie. Au milieu, vous avez la première biopsie avec la NASH incertaine, avec un certain nombre qui évolue vers une NASH certaine, et le groupe de droite, la NASH certaine, où certains revenaient en arrière avec soit une NASH incertaine, une stéatose et un foie normal. Donc en résumé, vous avez une progression de la stéatose vers la NASH incertaine ou certaine dans 44% des patients qui ont une stéatose. Ça veut dire, il y a quelques années, on nous disait, quand on avait une biopsie avec un patient qui avait une stéatose pure, de ne pas les surveiller, mis à part les risques cardiovasculaires. Je pense que suite à ces résultats, je pense qu'il faut surveiller ces patients, puisqu'on peut très bien avoir une évolution vers la NASH incertaine ou certaine. Quand vous avez une NASH incertaine, forcément, vous avez plus de risques d'évoluer vers une NASH certaine. Et par contre, à contrario, quand vous avez un patient avec une NASH certaine, il peut tout à fait régresser vers une NASH incertaine, une stéatose ou un foie normal. Et qu'est-ce qui fait que ces patients vont s'aggraver ou s'améliorer ? Vous avez comme marqueur les transaminases qui peuvent intervenir, mais c'est surtout la variation de poids qu'on retrouve de manière très significative, puisqu'on sait très bien que les patients avec une NASH certaine, s'ils perdent plus de 10% de leur poids, vous avez dans 90% des cas une régression de la NASH. Donc c'est le poids qui va intervenir pour ces variations. Et quand on va s'intéresser à la fibrose, donc tout à l'heure on s'intéressait à la NASH, là on s'intéresse au stade de fibrose. Vous avez donc le groupe stéatose avec la première biopsie sur la gauche, la 2e biopsie sur la droite en termes de fibrose. Mais vous avez naturellement quelques patients qui évoluent vers la fibrose même si on était au stade de stéatose au départ. La NASH incertaine évolue forcément un peu
plus vers la fibrose et la NASH définitive aussi. Donc ce qui est quand même remarquable, c'est que la première biopsie chez les patients, vous avez 25% de patients avec une stéatose qui avaient déjà de la fibrose au départ. Et 44% des patients avec une stéatose avaient une fibrose de plus de stade 1 sur la deuxième biopsie. Voilà. On passe à la NASH, mais en matière d'obésité et de chirurgie bariatrique. Alors, Non. Tu termines. Non, je finis. Ah, pardon. Donc, Exact. ce qui va intervenir dans cette histoire naturelle, donc le message, c'est quand vous avez une stéatose, il faut être surveillé parce que vous pouvez évoluer vers la NASH. La NASH peut tout à fait régresser, et les facteurs qui vont intervenir sur l'évolution de la NASH, c'est la présence de NASH au départ et le délai entre les biopsies. Donc à suivre, une étude vraiment passionnante. Excuse-moi d'avoir passionnant. zappé ta conclusion. Chirurgie bariatrique ? Chirurgie bariatrique, comme l'a dit Patrick, dans la NASH, l'élément essentiel, c'est perdre du poids. Ah oui. Et à la SLD, j'ai vu pas mal de communication sur les nouveaux traitements. Et j'étais un peu déçu parce que j'ai vu aucune communication donner un résultat significatif des nouveaux traitements sur le critère essentiel qu'est disparition de la NASH. Comme l'a dit Patrick, on perd 10% du poids, on blanchit la NASH. Et là, aucune des nouvelles molécules ne fait autant que la perte pondérale de régime ou la chirurgie bariatrique, qui reste aussi l'un des traitements efficaces de la NASH. Et on voit dans cette... Et pourtant, il y a près de 60 molécules en développement. C'est énorme. C'est énorme. C'est un marché énorme. C'est un marché énorme, mais il ne faut pas oublier qu'on peut arriver facilement, que nous, hépato-gastroentérologues, on doit revenir à notre spécialité première qui est la nutrition, quelque part, et qu'il convient à nous d'essayer de faire maigrir tous nos malades. Et moi, c'est un challenge, et j'avoue que ça fait partie aussi du counseling, de revoir les malades. Il faut être soi-même convaincu. Et puis, de toute façon, ça se marque à la fois, comme tu l'as dit, sur les transaminases, sur les fibroscans de contrôle, quand on arrive à faire maigrir les gens, et surtout à ne pas les lâcher et à les accompagner dans ce travail, on arrive à du blanchiment de NASH complet, à être efficace. Donc ici, dans la chirurgie bariatrique, c'est l'équipe de Lille qui a peut-être le plus travaillé dans le domaine de NASH et chirurgie bariatrique. C'est une énorme cohorte de 2021 malades qui, comme vous le voyez sur les scores de fibrose marqués en rouge, étaient finalement plutôt pour beaucoup à 0. F1, c'était 17%, F2, 2%. Il y avait très peu de F3, F4, 2%. D'ailleurs, la chirurgie de ces malades est opérée. Et puis, on fait une recherche d'hypertension portale avant de les opérer. Il y avait une présence de NASH dans 7% des cas, une stéatose dans 25% des cas, un score NAS qui était comme ça. Et dans ce travail, on montre que quand la fibrose est supérieure à F2, il y a plus de complications après la chirurgie, plutôt bypass, et en fait plus d'infections. Et donc l'idée, c'est une bonne... Et la morbidité, elle est liée à l'âge, à l'IMC. C'est des IMC extrêmement importants, c'est des obésités morbides pour la plupart. Une fibrose supérieure à F2, une stéatose supérieure à 30%, l'infection à complication la plus fréquente, et le message, c'est bien évaluer l'état hépatique des patients avant une chirurgie bariatrique et anticiper sur éventuellement des complications pour suivre ces malades au mieux. On a deux questions qui sont deux remarques, mais qui sont importantes et qui montrent que les hépatologues sont des gens à l'esprit ouvert. C'est vrai qu'on n'a pas toujours des informations sur la prise d'alcool associée, sur etc. Ça paraît pas dans les études parce qu'on n'a pas eu le détail, mais je crois que c'est important de faire attention aux cofacteurs associés pour... Souvent l'obésité et l'alcool, ça va souvent ensemble. La NASH arrosée, dite arrosée. L'âge, je sais qu'il y a des variations. Mais l'alcool, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu dans les... Ça ne sortait pas en analyse unie ou multivariée, mais la question, c'est est-ce que ça a été analysé ou pas ? Moi, j'avoue que on ne fait pas la distinction quand on fait une biopsie du foie, parce qu'il y a des maladies alcooliques du foie, mais je suis resté assez biopsie du foie dans la NASH, dans la mesure où le fibroscan est souvent en erreur aux conditions d'avoir la sonde, les tests indirects comme ça, mais j'avoue que la biopsie reste pour moi dans la NASH quelque chose d'important pour évaluer de façon très précise le degré de fibrose. Là, et puis,
bien sûr, on ne peut pas faire la part entre l'alcool parce que c'est même lésion, mais je suis assez biopsie du foie aujourd'hui encore dans la NASH alors que j'ai complètement abandonné l'hépatite. NASH et alcool, on a été un petit peu déçus parce qu'on avait 2 études contradictoires à la SLD, une qui nous disait qu'une petite dose d'alcool c'était préventif, 2 unités. Une dose d'unité ne faisait rien. Donc tu avais fait une bonne conclusion que j'avais beaucoup aimée, Bertrand, que vous pouvez regarder sur les minutes. Alors, regardez vos minutes, elles sont disponibles sur le site du CREG. On parlait d'alcool, on parle d'hépatite alcoolique. Voilà, et dans cette étude faite à Lille toujours, sur un grand nombre de ces spécialités hépatite alcoolique aiguë, de montrer qu'après une hépatite alcoolique aiguë, la récidive de l'alcoolisation considérée comme supérieure à 3 grammes, 30 grammes par litre, 30 grammes par litre, plutôt 3 unités d'alcool, était de 1/3 des malades qui survivaient à l'hépatite alcoolique aiguë. Et ce qui a été montré dans ce travail, c'est qu'en fait, quand un malade avait présenté une hépatite aiguë sévère et quand il survivait la phase initiale avec une grosse mortalité et à J7, il y avait le critère de Lille qui seront extrêmement importants et je rappelle qu'ils reposent essentiellement sur l'élévation de la bilirubine. Donc quand ils survivaient, il y avait 3 cas de figure. Ou ils étaient abstinents, et alors ils avaient une espérance de vie qui était très bonne. Comme s'il y avait quelque chose d'aigu, de catastrophique, et qu'après il arrêtait et puis finalement leur espérance de vie n'était pas différente des autres. Ou ils n'avaient pas de réponse au traitement et ils étaient abstinents et là c'était quand même pas très bon parce qu'il a été montré que s'il n'y avait pas de réponse au traitement, la mortalité était énorme, surtout à court terme. Et alors, s'ils avaient une rechute de l'alcool, ils avaient un risque élevé de rechute avec un effet addictif en cas de non-réponse au traitement. Et sûrement, cette étude signale le fait qu'un patient survivant à une hépatite alcoolique aiguë sévère à 6 mois doit être vu sous le plan d'addiction de façon très importante et être confié à un centre d'addiction ou vraiment insister pour lui sur la continuité de l'abstinence car sa vie est en danger. Et je crois que là, c'est vraiment extrêmement important. Et le message qui est, c'est tu peux guérir d'une hépatite alcoolique. Quand tu as guéri, si tu reprends c'est pas bon. Tu gardes les mêmes risques. Et pas de risque, c'est un risque de mortalité extrêmement élevé. A contrario, quand tu n'as pas cette récidive, tu as une espérance de vie qui est très bonne. Et le traitement de l'hépatite alcoolique ? On y vient. Définitivement, hépatite alcoolique aiguë, il y a eu des tas de travaux, des méta-analyses qui ont commencé, moi, avec ma pratique de l'hépatologie. Je sais qu'à l'époque, on disait, il y a tant d'études contrôlées positives, quand d'études ont été négatives, quand est-ce qu'on va traiter les patients ? Là, on arrive à 2000 patients, 9 essais randomisés. On a beaucoup parlé de la pentoxyphiline associée aux corticoïdes ou seule. Et là, cette méta-analyse met fin à la controverse. Les corticoïdes sont supérieurs au contrôle, là, indiscutablement. Ils sont supérieurs à la pentoxyphiline et la pentoxyphiline ne fait pas mieux que l'absence de pentoxyphiline. Donc, plus de l'absence d'efficacité de la pentoxyphiline. On en reste aux corticoïdes à forte dose. Et aussi au fait qu'il faut, et ça tu nous en parleras, il faut trouver dans l'hépatite alcoolique sévère à mortalité importante d'autres modalités thérapeutiques, voir aussi ce qui a été fait à Lille en pionnier, qui était la transplantation en urgence pour des malades très sélectionnés, d'hépatite alcoolique aiguë, mais d'autres traitements médicaux de cette situation d'urgence. Et je rappelle aussi pour les corticoïdes, là, le message que tout le monde connaît, c'est attention, avant de mettre les malades sous corticoïdes, à bien éliminer une infection, car ça fait partie du pronostic et c'est important dans l'hépatite alcoolique aiguë d'avoir fait la chasse à toutes les infections avant de démarrer une corticoïde. L'hépatite alcoolique aiguë, le défisant, c'est le PBH. Complètement. Par voie intraveineuse, par voie transjugulaire, des évaluations de la gravité. Avant la transplantation hépatique, la transplantation fécale, Patrick ? Absolument. Alors, la transplantation fécale, on n'est plus dans des choses un petit peu sensationnelles qu'on va mettre dans les différentes revues non médicales. Je vous rappelle que la transplantation fécale, maintenant, c'est une indication qui est reconnue en Europe pour le Clostridium difficile qui persiste malgré plusieurs traitements dans le cas de maladies graves. Donc on est maintenant dans un traitement qui est reconnu.
Donc il y a eu beaucoup de travaux préliminaires qui ont été faits donc chez l'animal. Et là, je vous présente un travail chez les humains, un essai randomisé de 27 patients avec justement des hépatites alcooliques aiguës sévères. Et donc la transplantation fécale était très simplement faite par une infusion duodénale et par rapport à un groupe contrôle qui était le groupe pentoxyphiline dont Denis nous a dit que ça ne servait pas énormément. Et vous voyez sur cette magnifique courbe que la survie est vraiment significativement différente quand vous faites une transplantation fécale. Quand on regarde le MELD à 3 mois, on passe de 20 à 13. L'encéphalopathie, vous n'avez pas d'encéphalopathie par rapport à 16%. Vous avez quasiment pas d'acide. Et en fait, quand on va un petit peu dans le détail au niveau des différentes bactéries transplantées fécales, il y a une augmentation des espèces Bacteroides et Bifidobacterium. Vous avez une diminution de l'espèce Proteobacterium. Je pense qu'il faut petit à petit qu'on s'habitue à ce type de bactéries. On n'a pas encore la possibilité de faire des études de sel au niveau de la routine, mais ça va sûrement apparaître dans les années qui viennent. Donc je trouve cette étude tout à fait remarquable. Donc c'est une preuve de concept pour le développement de nouvelles approches thérapeutiques dans l'hépatite alcoolique aiguë. On a vu qu'elle était grave. Et l'efficacité pourrait être liée donc à la modification de l'équilibre de la flore fécale. Et il faut naturellement identifier les espèces bactériennes qui sont protectrices. Et il y a d'autres études qui sont actuellement en cours dans l'encéphalopathie hépatique. Alors, on a presque terminé. On fait un dernier point sur les maladies auto-immunes et les cholestases, en quelques flashs, en terminant sur le gros du morceau. Et c'est Patrick qui continue ? Absolument. Donc l'hépatite auto-aiguë sévère, donc d'abord c'est des cas qui sont quand même rares, puisque là c'est une compilation, une étude multicentrique dans 30 centres, c'est rétrospectif sur 5 ans, et vous voyez que c'est 30 grands centres spécialisés, il n'y a eu que 75 patients. Vous avez 2 groupes sans corticoïdes et avec corticoïdes, donc quand on transplante les patients sur la droite, donc il n'y a pas de décès. Quand vous donnez des corticoïdes, vous pouvez, sans transplantation et que vous attendez un petit peu trop la transplantation, vous pouvez avoir des décès. Donc en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Hépatite auto-immune sévère, il faut l'adresser rapidement dans un centre de transplantation. Ce centre de transplantation peut démarrer éventuellement des corticoïdes, mais rapidement, s'il n'y a pas d'amélioration, il faut transplanter. Donc des cas vraiment sévères. Alors, j'ai sélectionné aussi quelque chose d'un petit peu nouveau, les IgG4. Il y avait beaucoup de travaux sur les IgG4. J'avais été frappé par un travail sur les cholangiocarcinomes. Voilà, les cholangiocarcinomes, les formes de cholangie sclérosante à IgG4 qui donnaient une forme pseudo-tumorale, et une équipe hollandaise avait montré qu'il y avait eu plusieurs interventions chirurgicales pour des patients qui n'avaient effectivement pas de tumeur. Donc en fait, c'était des pseudo-tumeurs à IgG4, donc quelque chose de nouveau à doser. Et là, quelque chose de tout à fait différent. Les hépatites auto-immunes à IgG4, en fait, c'est une étude rétrospective sur des biopsies. Donc l'équipe a comparé les hépatites auto-immunes classiques avec des hépatites auto-immunes où ils voyaient sur les champs de biopsie des IgG4, et on se retrouve avec une nouvelle forme d'hépatite, l'hépatite aiguë auto-immune avec des IgG4, qui est en fait un peu plus, qui semble plus sévère que l'hépatite auto-immune habituelle, et surtout qui va nécessiter des doses de corticoïdes un petit peu plus élevées, donc quelque chose d'un petit peu nouveau. Par contre, on a eu beaucoup de travaux sur la CBP, l'ancienne cirrhose biliaire primitive qu'on appelle maintenant cholangite biliaire primitive. Vous savez qu'il y a de nombreux scores prédictifs de non-réponse à l'acide urso-désoxycholique. Je vous ai sélectionné plusieurs, mais naturellement, vous entourez le PARI 1 et PARI 2. PARI 1 qui est le plus connu, donc on fait une évaluation à 12 mois. Si les phosphatases alcalines sont à plus de 3 fois la normale, ou les transaminases à plus de 2 fois la normale, ou la bilirubine totale supérieure à 17 micromoles,
on est face à un patient ou une patiente la plupart du temps qui ne va pas répondre au traitement. Donc il faut penser à de nouveaux traitements. Avant, on n'avait pas grand-chose, mais maintenant, on commence à avoir de nouveaux traitements. Donc ces classifications sont importantes. Et la Paris 2 s'adresse au stade précoce. Donc une étude internationale a essayé de définir un nouveau score, le score GLOBE, où en fait, sur plus de 4000 patients, on fait ce score. En fait, ce score est un petit peu complexe, mais on peut aller sur le site internet et vous mettez les différents paramètres et on vous calcule ce score GLOBE avec l'espérance de vie de votre patient. En fait, il faut le calculer chaque année. Et en dessous d'un certain score, on se retrouve avec des patients qui ont une espérance de vie inférieure à la population normale. Donc il faut penser à leur donner un autre traitement. Puisqu'on va avoir d'autres traitements à notre définition, il faut s'intéresser maintenant à ces scores. Je pense qu'il faut quand même résumer les choses et simplifier les choses en disant déjà si on applique et on utilise les scores de Paris. Déjà, score de Paris, c'est déjà bien. Le plus simple, c'est les phosphates alcalines. Moi, je retiens ça. Un malade qui normalise pas ses phosphates alcalines une fois et demie ou 3 fois la normale est un malade en non-réponse. Et ça représente quand même, ça a été regardé à l'acide obéticolique. 30%. Il faut savoir que 70% des malades sont répondeurs et plus les malades sont traités tôt dans la jeunesse de la maladie et plus des malades. J'ai regardé dans tous les malades, j'avais vu combien étaient non-répondeurs. Au sens de la définition, il n'y en a pas tant que ça. Parce que si des malades, maintenant, on est bien sensibilisés sur la maladie cholestatique, on démarre l'acide urso assez tôt, on fait des biopsies à ces malades. Et donc, moi, pour ma part, j'ai finalement un très petit pourcentage de malades. Et paradoxalement, j'ai surtout des malades. Par exemple, j'ai quelques malades avec Mickey, avec cholangite, qui ont du mal à réagir à l'acide urso. Je crois que ça pourrait être aussi un intérêt des traitements complémentaires dans cette population. Mais quand on a fait bien son travail, les non-répondeurs, c'est pas tant que ça. Alors, Christophe Corchot nous a rapporté une nouvelle fois sa série avec l'intérêt du fibroscan chez les patients traités par acide urso-désoxycholique. Donc, on voit qu'il y a une corrélation entre la progression de l'élasticité et ce score de Paris, qui est le score quand même que l'on utilise le plus. 20% des patients traités par acide urso ont une progression de l'élasticité hépatique. Et à peu près, ce qui est un peu particulier, c'est 10% des patients qui sont répondeurs biochimiques, donc là, la réponse biologique, ont une progression de l'élasticité. Est-ce que c'est un sous-groupe un petit peu à risque? Donc en pratique, utilisons le fibroscan pour surveiller nos malades et utilisons les scores, en particulier le score de Paris. Moi, pour avoir fait beaucoup de fibroscan chez les patients atteints d'hépatite C en prospective, j'ai vu qu'il y avait des fois des variations de score d'un score sur l'autre, alors des variations de 10%. C'est le problème des évaluations non invasives. Alors que tu as la même chose, tu as des améliorations au cours d'hépatite C, alors que je crois que c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Il faut rester quand même clinique. C'est les ordres de grandeur qui comptent et qu'on connaît bien son malade. Je crois que ça, mais c'est vrai que faut faire attention à l'évaluation prospective des fibroscans, on l'a pas mal fait, et que là, on est quand même dans une situation un peu compliquée de définition. Moi, j'ai vu ça dans l'hépatite C parce que j'ai fait ça tous les ans depuis l'avènement des fibroscans, et j'ai vu des choses de fluctuation absolument énormes. Et alors, ça m'a même permis à un moment donné, et ravi, de rentrer les mains dans les traitements, parce qu'après, quand on a vu les corrélations même entre les différents marqueurs indirects, il y avait un marqueur qui montrait F3, un marqueur F1, on était content de faire montrer les malades, et on espérait presque que le marqueur soit... Et voilà, et l'un sur l'autre, il y a eu des choses... Quand ils ne répondent pas, et en attendant l'acide obéticolique, entre autres... L'acide obéticolique, moi, ce qui m'embête un petit peu dans l'acide obéticolique, c'est qu'il donne du prurite. Alors, traiter une maladie prurigineuse par un traitement susceptible, pas toujours... Alors, il faut rappeler qu'il est en ATU, l'acide obéticolique. Oui, il est en ATU, et qu'il est commercialisé aux US. Et que les premiers retours qu'on a de nos collègues de la commission hépato du CREG, étonnamment, sont positifs. La tolérance, surtout si on commence par des petites 5-10, il faut commencer petit. Et étonnamment bien toléré. Donc ça, c'est pour bientôt.
En attendant, et pour terminer, le dernier travail qu'on présente... Alors voilà, c'est toujours des énormes corps de 4000 malades, des corps qui ont été des corps de CBP, pour lesquels, en seconde ligne, alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on avait mis une fibrate. On imagine, même si c'est pas très clair, que c'était devant une moins bonne réponse. Les deux groupes qui ont été traités, l'un par phénofibrate et l'autre par bézafibrate dans cette population de 4000 malades, étaient donc de 210 malades qu'on pouvait le voir là. Ils étaient à peu près comparables. Et on voit que dans les deux groupes, il y a eu une diminution des phosphatases alcalines qui, au départ, étaient environ à 2 et qui ont été plutôt vers la normale avec une réponse, un pourcentage de réponse, quel que soit le score que tu as défini tout à l'heure, qui était assez intéressante, répondeur après 1 an de traitement. Et quand on regarde l'évolution des phosphatases dont on a dit dans les différents scores que c'était le principal critère, eh ben on voit que ce soit par le phénofibrate et un peu plus par le phénofibrate que par le bézafibrate, on a une diminution significative dans les deux cas et en population totale traitée par les fibrates du critère phosphatase alcaline et du critère survie et normalisation des phosphatases. Donc à suivre, et là encore, on attend avec impatience l'effet randomisé, contrôlé, Bézurso français, Béfisal, Acidurso, qui, dont les résultats devraient être disponibles en 2017, qui va nous apporter probablement une réponse importante, à savoir de donner à nos malades qui sont en situation de moins bonne réponse un traitement associé par fibrate et ou après par acide obéticolique en fonction des choix. Mais donc c'est une option à suivre et un essai qu'on essaiera de rapporter si possible à la prochaine. Denis, merci. Patrick, merci. On a essayé de vous résumer en un peu plus que l'heure habituelle les plus de 2000 abstracts qui ont été présentés à la SLD. On a présenté ce qui nous intéressait le plus. Donc merci d'avoir fait ce travail qu'on vous présente une semaine après le congrès, ce qui est, dans mes souvenirs, à moi, un record. Donc vous avez bien bossé. Merci beaucoup. Je voudrais terminer, je te prends la zapette, terminer en vous rappelant que le Forum des pathologies a lieu le 2 décembre, en vous rappelant que le prochain webstaff de la commission des pathologies du CREG a lieu le 14 décembre, et je voudrais terminer, puisqu'on est en direct de Nice, avec notre équipe d'AEI toujours présente derrière les écrans que vous ne voyez pas, mais qui sont un soutien énorme. Les remercier une fois de plus, ainsi que notre sponsor de ces webconférences et webstaff également, donc les laboratoires AbbVie ce soir, que je remercie également pour nous permettre de faire ces différentes présentations. Terminé ? Eh bien, bonsoir à tous et à bientôt. Merci à tous. Et au revoir. Prochaine post-congrès, l'EASL qui sera à Amsterdam en 2017. Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir.